Et pourtant, il y a une explication bien plus fascinante sur le comportement des humains. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu l'occasion de se faire confiance. Depuis notre plus jeune âge, on se contente juste d'écouter les directives de nos parents, de nos profs, de nos patrons ou du gouvernement. On a été élevé avec l'idée que les autres savent mieux que nous ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour nous. À cause de ça, on fait simplement ce qu'on est supposé faire. On fait ce qu'on nous dit qu'il faut faire, sans se poser de questions sur ce qu'on veut réellement ou sur ce que nous-mêmes on ressent. Mais le prix à payer pour correspondre à ce que les autres nous ont dit qu'on était, c'est de se perdre soi-même. En agissant de cette façon, tu te prouves constamment à toi-même que tu ne peux pas compter sur toi et que tu n'es pas là pour toi. Tu te perçois comme n'ayant aucune valeur, aucun talent, aucune habilité. Faire confiance aux enfants est aujourd'hui beaucoup discuté, pas forcément admis. Mais c'est au moins une avancée. Évidemment, c'est mis en parallèle avec ce qu'on désigne par l'enfant roi. Cette dernière expression n'a rien à voir avec la confiance, mais s'appliquerait plutôt à la démission ou au laisser-aller. Je rappelle aussi ce que j'ai souligné dans les podcasts précédents. La confiance ne peut s'entendre que si elle est réciproque. Pour que l'on puisse avoir confiance en l'enfant, il faut que l'enfant puisse avoir confiance en l'adulte, ce qui est peut-être beaucoup plus difficile à obtenir. Enfin, la confiance est aussi liée au souci légitime de sécurité, mais qui entraîne aussi la peur des risques et à celle beaucoup plus trouble de la responsabilité. En général, l'adulte est convaincu que l'enfant n'est pas encore capable ou doute qu'il puisse y arriver. Or, le doute est ce qu'il va transmettre, et ce sera alors l'enfant qui se croira incapable. Sauf handicap, tous les enfants apprennent à parler et à marcher sur leurs deux pattes. Mais si l'on doute qu'il pourra le faire, comme tous, et dans son propre rythme, alors on ne fait que lui compliquer la tâche. Bon, mais comme parents, vous le savez tous, et l'avez tous vécu plus ou moins bien. Je veux plus celle-là. D'accord mon chéri, tout de suite, je vais t'en acheter une tout de suite. Non mais c'est pas possible. Vous allez nous en faire un enfant roi, ce bébé là. Ah, mais c'est quoi un enfant roi? Ma maman m'a dit que c'était ça. Mais mamie a précisé que c'était quand un enfant disait « J'ai soif !» et que sa maman répondait « Oui, tout de suite mon chéri. J'ai faim !» Tiens mon amour, pour toi. Ou alors quand l'enfant dit « Mais ma couronne elle est tombée par terre, ramasse tout de suite !» et que maman exécutait. C'est donc dans l'école que je vais aborder cette question. Je ne reviendrai pas encore sur l'école traditionnelle qui n'accorde aucune confiance aux enfants. Je l'ai fait à longueur de podcast. Comme d'habitude, je partirai de ce que j'ai vécu dans ma classe unique. Je commence par une anecdote. Dans le long reportage qu'était venu faire dans ma classe Marcel Tria pour la 2, il y avait une séquence où 2 enfants étaient seuls à la poste apportant le courrier. Mais on pouvait croire que c'était en dehors du temps scolaire. Lorsque Marcel m'avait invité au montage, je le lui avais fait remarquer. Il ajouta alors dans le montage le départ des 2 enfants pendant la classe et rajouta en voix off « Et pendant ce temps… » Mon dernier inspecteur, qui ne pouvait pas sentir cette classe unique dérangeante et sachant que l'émission avait eu pas mal d'audience dans sa circonscription, ne pouvait pas laisser passer cela. Dans une conférence pédagogique, il y consacra 2 mots en soulignant mon irresponsabilité. S'il était arrivé quoi que ce soit à ces 2 enfants, vous étiez responsable. Et par voie de conséquence, l'éducation nationale. C'est inadmissible. Il avait lâché le mot « responsable ». Ce n'était pas la sécurité des enfants qui l'intéressait,
mais la responsabilité qu'il risquait d'encourir s'il n'avait pas formellement interdit ces pratiques. Pas de chance pour lui. Une circulaire datant des années 1980 avait modifié la notion de responsabilité visuelle et l'avait remplacée par celle de responsabilité éducative. Et je pris un malin plaisir à le lui rappeler. Malheureusement, cette circulaire a ensuite été remplacée par une autre pour un retour à l'ordre précédent. Cette fameuse responsabilité, surtout juridique, une menace brandie à tout bout de champ. T'es cap, pas cap, de te rouler dans la boue. T'es cap, pas cap, marcher 3 kilomètres sur les genoux. T'es cap, pas cap, d'hurler comme un fou. T'es cap, pas cap, que tu l'aimes Marilou. T'es cap, pas cap, pour de vrai, pour de faux. Moi je ne suis pas une marionnette. Pour de vrai, pour de faux, j'ai pas de fili de clochette. Même si tout le monde comme des grands, on est tous des Pinocchio, des enfants de Geppetto. On a le nez qui Qu'est-ce qui pouvait bien arriver à ces deux enfants ou à tous ceux qui sortaient de l'école sans moi pour une enquête, aller chercher de l'eau à la fontaine pour les aquariums ou pour toute autre raison liée à nos activités? D'abord, ils me le demandaient. Ensuite et surtout, je savais qu'ils le pouvaient en raison de notre vécu ensemble. Bien sûr que je ne laissais pas un petit s'en aller seul. Mais il arrivait que j'en laisse partir avec un plus grand, qui alors se comportait avec eux comme un adulte, ou comme j'aurais pu le faire. Il faut bien comprendre que le multi-âge, et surtout que l'activité de la classe basée sur les faire de chacun avec ou parmi les faire des autres, avait créé la culture de la solidarité et de l'entraide. Le terme de responsable est alors dans son sens le plus profond. Assumer ses actes et en savoir les conséquences pour soi-même et vis-à-vis des autres ne s'apprend pas. Cela se vit au quotidien à tout ce que l'on fait dans la classe d'abord, ensuite en dehors de la classe. Il y avait donc l'éducation permanente au risque. Je vais prendre un autre exemple. Dans l'atelier électricité, il y avait un fer à souder pour les montages de circuits. Mais pas un fer à souder vendu pour les écoles et les enfants qui finalement ne soudait rien du tout. Un vrai fer d'électricien. Mais avant, j'avais expliqué, démonstration à l'appui, ce que l'on risquait si on ne faisait pas les bons gestes, si on se laissait distraire ou si l'entourage était trop près. Et puis chaque fois que c'était la première fois pour un enfant, j'assistais à son opération et il y avait toujours un plus chevronné qui l'aidait. Bien sûr, je n'installais pas une scie circulaire. Le menuisier voisin leur avait expliqué que même un professionnel risquait de perdre un doigt lorsque l'habitude lui faisait oublier la prudence. Pour en revenir au premier exemple, chaque fois que nous partions en balade, je montrais l'exemple lorsque nous traversions une route, même lorsqu'il n'y circulait pas beaucoup de bagnoles. Et puis tous les enfants venaient à l'école à pied ou en vélo, jouaient dans le village. Ils y étaient chez eux. Alors, quel risque encouraient vraiment les deux enfants qui allaient à la poste à environ 200 mètres? Qu'un pot de fleurs leur tombe sur la tête du haut d'un rebord de fenêtre? Possible. Mais la probabilité était encore moins élevée que celle de gagner au loto. Est-ce pour cette infime et très improbable probabilité qu'il faut tout empêcher et ne pas leur faire confiance? Je suis capable tout seul, t'as qu'à me laisser faire. Je suis capable tout seul, je suis plus grand qu'hier. J'ai toujours remarqué que les enfants ont une grande notion de ce qu'ils sont capables de faire. Un autre exemple. Dans le jardin de mon école du Beaujolais, j'avais fait installer un portique de 4 mètres de haut avec corde lisse
corde à nœud et échelle de corde. Sous le portique, j'avais fait creuser une fosse remplie d'une très épaisse couche de sable. Tous les enfants, petits et grands, pouvaient y aller quand ils le voulaient. Et j'ai pu constater que chacun n'allait pas plus loin que ce qu'il pouvait, que peu à peu, ils allaient plus haut pour un jour se retrouver, comme les plus grands, au sommet du portique. Et puis il y avait toujours un plus chevronné qui les conseillait. Il n'y a jamais eu la moindre chute en une dizaine d'années. Mais, comme par la suite dans ma classe unique, il s'était instauré la culture du respect des uns et des autres, de l'entraide, de la non-compétition, du tâtonnement expérimental. Il n'y avait pas les bousculades habituelles qui sont la cause de bien des accidents. Et puis, comme le portique était accessible en permanence, il n'y avait pas besoin de s'y précipiter pour y trouver une place. Notre rôle d'adulte est bien de créer les conditions pour que l'on puisse faire confiance aux enfants. Et puis, comme dans les podcasts précédents, il n'y a pas de confiance possible si elle n'est pas réciproque. Cette confiance en nous, les adultes, nous devons la gagner. Il va falloir que par nos comportements, nous devenions auprès des enfants non pas une autorité qui punit, mais un recours. Celui qui peut aider, rassurer, comprendre, permettre de faire. Et cela prend un certain temps. Il y a certes des actes que l'adulte doit empêcher. Mais ce n'est surtout pas par la crainte de sanctions, l'application de règles strictes édictées par l'adulte, ou pire, par l'institution. Dans les écoles, il y a de nombreuses contraintes qui, pour les enfants, n'ont aucune justification. Mais ce sont les enseignants qui doivent les faire respecter parce que leur administration les leur impose. Par exemple, les évaluations. J'avais expliqué aux enfants que c'était moi qui était obligé de les leur faire faire. Sinon, je risquais d'être renvoyé. Et gentiment, ils acceptaient de se plier au jeu et d'y consacrer une journée. C'est vrai que j'avais transformé ces évaluations, qui devaient être solennelles, en jeu. En somme, c'était eux qui me protégeaient. En fait, l'intérêt de chacun, y compris moi, était dans l'intérêt du collectif pour pouvoir vivre ce que chacun a besoin de vivre. Les enfants le comprennent beaucoup mieux que les adultes. Il n'empêche que parfois il était nécessaire que j'impose. Non, je ne peux pas te laisser partir pour l'instant, parce que... Toute imposition doit pouvoir être expliquée et sa justification doit être compréhensible et réelle. La confiance est contagieuse. Les petits ou les nouveaux qui arrivaient dans la classe, de par le comportement de tous les autres, soit ne me craignaient pas, soit cessaient vite de me craindre. Et enfin, un dernier point. L'adulte doit avoir confiance en ce qu'il fait. Par exemple, ce n'est pas la conviction qu'avec la pédagogie Freinet, tous les enfants apprendront qu'il est nécessaire d'avoir, mais c'est la certitude. Cette certitude, je l'avais acquise d'abord par tout ce que disaient, racontaient les plus anciens du mouvement Freinet ou ceux que j'avais vus dans leur classe. Puis elle s'affirmait au fur et à mesure que j'enlevais les contraintes de l'école traditionnelle, et même ensuite les contraintes de la pédagogie Freinet elle-même. La certitude prouvée est aussi contagieuse puisque tous les parents l'avaient aussi acquise. En résumé, si vous avez confiance en vous, les enfants auront aussi confiance en eux et en vous. Confiance, lentement.